Oui, alors, on le verra sans doute avec la dernière communication de cet après-midi, mais l'intérêt de cette présentation, c'est de montrer notamment que les organismes agréés d'accréditation qui proposent ces actions d'accompagnement dans le cadre de leur programme que l'on appelle référentiel risque de la spécialité, qu'ils proposent depuis le démarrage de l'accréditation, depuis plus de 6 ans. Et vous verrez, tous ces programmes sont tout à fait légitimes, on en reparlera à la fin de l'après-midi, sont tout à fait légitimes pour être aussi des organismes de DPC. Alors juste, c'est pour résumer l'action ou le programme schématique d'une action d'accréditation. On l'a vu tout à l'heure, c'est déclarer et analyser des événements indésirables. J'ai mis volontairement événements indésirables et pas EPR. Appliquer les recommandations issues de la base REX, on l'a vu, et participer, non pas des actions, mais des activités, c'est comme ça que le nomme l'HAS, des activités qui sont des activités de formation et des activités d'analyse des pratiques. Alors, il y a autant de programmes que d'organismes agréés accréditeurs. Vous le verrez, des offres d'activités qui sont plus ou moins riches. Et puis, il est vrai, des niveaux d'exigence qui sont différents suivant les différents organismes agréés. Un point commun, c'est ce qu'on appelle le programme interspécialité imposé par l'HAS. Et il y a une activité commune à tous les organismes agréés, c'est de participer, de témoigner de la participation aux revues de morbi-mortalité et de participer aux enquêtes sur la mise en œuvre de la checklist sécurité du patient au bloc opératoire par la HAS. Alors j'ai pris quelques exemples. Vous voyez ici le programme des orthopédistes, où là, le programme de ces activités est assez simple. Ce sont 2 activités obligatoires, participation à une journée annuelle de formation, faire une évaluation des pratiques sur la prévention du risque. C'est pareil pour la société de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire, où là, il y a 3 activités obligatoires, participer aux réunions de la société et participer à une base de données. Je n'ai pas oublié le président de cette noble assemblée, puisque vous voyez que c'est le programme de l'AFU, qui lui est beaucoup plus riche, avec des activités obligatoires et des activités facultatives. Alors ici, ce sont les activités d'acquisition ou d'approfondissement de connaissances, avec, vous voyez, un certain nombre d'activités d'obligatoires, participation au congrès de l'AFU, des activités d'évaluation, mais ça on va le voir un petit peu après, et d'autres activités facultatives. Ces activités d'évaluation, il y en a aussi une certaine liste, certaines sont obligatoires, comme l'analyse des pratiques professionnelles sur un programme de DPC, sur la prise en charge des risques liés à la réalisation d'une série de biopsies de prostate. Il y a d'autres activités facultatives, mais bien entendu, moi je vais essayer de vous parler de l'activité de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, et de vous expliquer en pratique comment ça se passe pour le médecin engagé dans cette procédure. Alors, sur le plan des principes, toutes ces activités sont soumises au principe, bien évidemment, de démarche de qualité avec une cohérence en gestion des risques. Elles associent formation et analyse des pratiques. Alors, ce n'est pas anodin, on en reparlera tout à l'heure. Formation et analyse des pratiques, c'est donc une méthode de développement professionnel continu, selon les méthodes de l'HAS. Elle combine des sessions présentielles et des sessions à distance. Pour l'accréditation, il y a des exigences minimales. L'accréditation, c'est un cycle de 4 ans. Il faut valider chaque bilan annuel, mais l'accréditation est délivrée tous les 4 ans. Elle se fait, on l'a dit tout à l'heure, sous mode d'un tutorat. Le médecin engagé travaille avec un expert qui l'aide notamment à finaliser son bilan annuel et qui donne un avis sur ce bilan annuel qui est transmis à la HAS. Le programme est régulièrement actualisé avec la HAS. Nous devons le faire dans une quinzaine de jours et il se fait sur un support informatique commun à tous les organismes agréés. C'est le site de la HAS. Et bien entendu, on peut utiliser d'autres supports informatiques. Voici ce support informatique. Le médecin a accès à son espace personnel de travail avec un identifiant et des codes d'accès. Et il peut, par ce portail, déclarer des EPR et aller au niveau des activités. On l'a vu tout à l'heure sur les diapositives de Bertrand Millat. Il y a tout un nombre d'activités qu'il peut choisir et faire lui-même son programme. Alors, je vais détailler un certain nombre de ces activités.
dont on a voulu, notamment pour le nouveau référentiel risque de la spécialité, qu'elle soit complètement en cohérence avec des programmes de DPC. Alors, il y a d'abord, et je les ai classés comme l'HS l'a classé sur les modes et modalités des programmes de DPC, des réunions présentielles. Ces réunions présentielles, c'est évidemment des activités cognitives de formation continue qui doivent être, et ça c'est la nouveauté depuis la mise en place du DPC, compatibles avec le label DPC. Alors, l'unité minimale de ces réunions, c'est une demi-journée par an. Et on en a parlé tout à l'heure, très important, on en reparlera tout à l'heure, il faut que ces réunions soient complètement indépendantes de l'industrie. Alors, quelles sont les réunions que l'on propose maintenant depuis 3-4 ans? Il y a des réunions, des sessions organisées par la Fédération de chirurgie viscérale et digestive. On organise chaque année au mois de mars une journée nationale sur un thème particulier. On en a parlé tout à l'heure. Grâce à ce thème, il y a un retour d'expérience et des recommandations qui sont intitulées « Solutions pour la sécurité du patient ». Nous organisons avec Alain Deleuze une dizaine de réunions régionales par an dans chaque région et nous participons à des sessions de sociétés savantes, notamment depuis 4 ans avec l'AFC. Nous avons 2 sessions chaque année validantes pour l'accréditation à l'occasion du congrès de l'AFC. Bien évidemment, il y a dès à présent, et la première session qui va être estampillée DPC, des sessions des sociétés savantes. Il va y avoir une session DPC accréditation en décembre au congrès de la SFCD. Il y a aussi des sessions organisées par des prestataires. Alors celle-ci a été mise en place. ASPRO, c'est l'émanation scientifique d'un cabinet d'assurance, mais qui fait de la gestion de risque depuis 10 ans et dont leur module de session est compatible. Ils ont d'ailleurs l'agrément du DPC. Nous l'avons inclus. Et ça, c'est un projet. Pourquoi pas ne pas inclure éventuellement des sessions de formation cognitive avec tous les clubs de notre spécialité, à condition que le cahier des charges soit respecté et que ça soit reconnu par la commission scientifique de la fédération. Deuxièmement, il y a tout ce qui est les activités non présentielles. Bertrand Millet en a parlé tout à l'heure. C'est toutes les méthodes d'audit, d'analyse des pratiques professionnelles. Alors comment ça se passe en pratique? Vous le savez, un audit, c'est se comparer par rapport à un référentiel. Le référentiel, il ne tombe pas du ciel, ça a été fait par la fédération, par la commission scientifique, par la commission professionnelle. Ça a été validé par des médecins engagés et par les experts de la fédération. L'outil est accessible sur une plateforme informatique et le principe de l'audit, c'est de se comparer en premier tour et un deuxième tour par rapport à ce référentiel, analyser les écarts et mettre en œuvre des actions correctrices. Alors, il y a l'audit sur les ISO, les infections de sites opératoires. Il y a le premier audit qu'on avait mis en place, l'audit sur la qualité du compte-rendu opératoire, sur la cholécystectomie. Beaucoup de médecins engagés ont choisi cet audit. Avec la collaboration de la FCE, il y a un référentiel sur le compte-rendu type de la thyroïde. Il y a aussi un très bon audit sur la qualité des dossiers en cancérologie organe par organe. Et on est en train de mettre en place un audit sur la récupération rapide en chirurgie colorectale. Alors voilà comment ça se passe. Le médecin engagé va ici sur l'activité en question, utilisation d'un CRO type cholécystectomie, il clique sur l'activité et à ce moment-là, il a un certain nombre de documents téléchargeables, ici le référentiel, le résumé de l'activité avec les modalités et ici un outil qui est, vous l'avez ici, une grille Excel dans laquelle il peut rentrer toutes ces données et les exploiter. Alors qu'est-ce que fait le médecin? Il fait son audit, son évaluation à partir de ces outils et à la fin de son audit, il témoigne dans son bilan annuel des actions mises en place. Alors je n'ai pris que des exemples de médecins très vertueux et très... parce qu'on trouve de tout dans les comptes rendus, mais enfin voilà, ce médecin a fait une très bonne explication de l'évaluation de ces comptes rendus opératoires. Il a même joint en fichier la grille Excel remplie avec ses résultats. D'autres méthodes sont proposées. Il y a la méthode du chemin clinique, le processus, parfaitement adapté à l'ambulatoire, mais aussi on a fait un chemin clinique pour la cholécystectomie par la paroscopie. Je vous ai détaillé ici le chemin clinique de la hernie en ambulatoire, parce que c'est très à la mode.
il y a eu un outil qui a été, vous allez le voir, élaboré par la fédération, qui est mis à disposition sur le site internet, que le médecin s'approprie, peut inclure ou doit même inclure dans le dossier médical. Il évalue la mise en place de cet outil qui décrit toutes les étapes du processus sur 10 dossiers. Il l'évalue en équipe et il voit la mise en place de ce chemin clinique et voir s'il y a des corrections ou des écarts à faire. Il évalue les écarts et voir s'il y a des corrections à mettre en place. Tout cela pour que ce processus soit validé de manière à optimiser la prise en charge de la hernie en ambulatoire et l'efficacité de la mise en place d'un chemin clinique, d'un processus dans le cadre d'une chirurgie en ambulatoire. C'est sur le plan de la gestion de risque, c'est voir si au total on diminue le taux de déprogrammation J0, le taux d'hospitalisation conventionnelle et le taux de réadmission. Alors voici comment ça se passe. Il arrive dans son activité, il peut télécharger, là je vous ai mis simplement deux feuilles, ça c'est tout le processus, la checklist du chemin clinique. Une autre activité, c'est, on en a parlé, la participation à des registres. Alors, il s'agit, on a mis en place depuis 3 ans le registre Apollo, qui est le registre des reprises non programmées, avec en priorité les reprises non programmées en chirurgie colorectale, mais avec un projet de faire le même registre en chirurgie d'obésité. De même, nous avons le projet, ça va être sans doute validé à l'occasion de l'actualisation de notre programme, de travailler avec notamment le club hernie pour intégrer le registre des hernies. Je crois qu'on dira dans la discussion un mot de ce registre Apollo. Le principe est simple, vous cliquez sur l'activité programme Apollo, vous avez un lien qui vous bascule sur le site dédié programme Apollo, de manière à pouvoir enregistrer vos patients. Vous pouvez même télécharger des fiches de RMM spécifiques qui vous permettent de faire l'évaluation de la reprise non programmée en RMM et vous participez ainsi à un registre et vous comparez par rapport aux autres. On en a parlé un petit peu après. Ça c'est nouveau, c'est un audit sur une fiche qui a été validée par l'HAS en collaboration avec la fédération, avec la Société des gastroentérologues, les représentants des collèges des médecins sur la pertinence des cholécystectomies. C'est une fiche qui est destinée aux médecins généralistes, aux urgentistes, aux chirurgiens, aux gastroentérologues. Elle va faire partie de l'évaluation ou d'une possibilité d'évaluation d'analyse des pratiques. Nous avons également proposé aux médecins engagés de pouvoir faire valider d'autres actions d'évaluation qu'ils auraient pu faire en dehors du programme de la spécialité. Vous savez qu'on est plus ou moins sollicité, notamment pour participer à des activités d'EPP au sein de notre établissement, mais aussi on peut faire des activités d'évaluation dans le cadre d'activités transversales. Dans le cadre de la certification des établissements, dans la mesure où elles sont compatibles à des programmes, à des schémas de DPC. De la même façon, dans les modes et modalités de l'HAS, tout ce qui est de l'évaluation liée à la recherche clinique, publication, communication peut être validante pour un programme de DPC. Certains critères pour des formateurs d'accréditation de DPC peuvent être des activités validantes. Et de même, certains diplômes universitaires, lorsqu'ils ont été validés comme méthode de DPC, pourront être pris en compte dans le cadre du bilan annuel d'accréditation. Alors voici, ici, je vous donne un exemple d'un chirurgien que j'ai validé il n'y a pas très longtemps, qui lui a validé cette activité d'évaluation qu'il a fait au niveau de son établissement. Il a fait une activité sur la pertinence de la pose et du maintien d'une sonde nasogastrique en chirurgie digestive. Il a joint un certain nombre de fichiers, de la bibliographie, les protocoles mis en place et les résultats de son EPP, avec ici un résumé très très complet. Et il a été encore plus complet puisqu'il m'a fait passer sa présentation PowerPoint sur cette évaluation. Inutile de vous dire que je l'ai validé sans problème. Voici un autre chirurgien qui lui est hospitalier et qui, dans le cadre de l'évaluation d'une activité dans son établissement de recherche, m'a fait passer sur les 5 dernières années les publications de son service sur l'évaluation de son activité. Alors, il y a d'autres activités que l'on mettra sans doute dans le futur référentiel risque de la spécialité ou le suivant.
puisqu'on envisage éventuellement d'avoir des possibilités d'analyser les connaissances par l'intermédiaire, éventuellement, Bertrand Millan a parlé un petit tout à l'heure d'e-learning, de tester les connaissances ou les recommandations générales des SSP, de faire de l'analyse des pratiques professionnelles comme c'est fait notamment au Canada, en situation, à partir de situations cliniques qui peuvent provenir notamment de la base REX. On pourrait proposer des cas cliniques, des EPR remarquables à analyser, et la méthode d'analyse de pratique qui est validée par l'HAS, qui est une méthode de DPC, s'appelle la méthode de test de concordance de script. Le principe, c'est que le médecin engagé s'évalue et se compare en fonction des réponses qu'il fait par rapport aux réponses des autres apprenants et aux réponses d'un panel d'experts qui ont répondu en amont. Donc je terminerai sur les exigences du programme d'accréditation. Alors vous voyez que j'ai mis ici en cartouche le principe, on en reparlera tout à l'heure, d'un programme de DPC qui associe de la formation en rouge et de l'activité d'analyse de pratique. Alors l'exigence minimale pour un bilan annuel, je vous rappelle que l'accréditation c'est sur 4 ans, mais chaque année il y a un bilan, c'est de déclarer 3 événements indésirables, lorsque l'événement indésirable correspond à un EPR ciblé, c'est-à-dire un EPR qui a été pré-choisi par la spécialité, la possibilité de compléter son analyse avec un questionnaire approfondi qui a été rédigé de manière à être très exhaustif et de pouvoir mieux exploiter la base REX sur ces EPR ciblés. Le deuxième critère, c'est évidemment, on l'a dit tout à l'heure, participer au RMM. Nous leur demandons le compte-rendu des RMM et le bilan annuel du RMM. Vous savez que chaque établissement a l'obligation de rédiger un bilan annuel de ces RMM. Et enfin, nous leur demandons chaque année de participer à une formation continue présentielle, dont le minimum, je vous l'ai dit, l'unité de mesure est une demi-journée qui est estampillée FCVD DPC. Ce qui veut dire que sur un cycle de 4 ans, on retrouve toutes ces obligations de déclaration d'événements indésirables multipliées par 4, la participation au RMM, ça je l'ai rajouté parce que c'est effectivement nécessaire, la connaissance et l'application des recommandations générales issues de la base REX, la SSP, et en plus de tout ça, et vous voyez que c'est déjà un programme de DPC, nous leur demandons des activités, une partie des activités que je vous ai décrites, c'est-à-dire des activités de formation continue, au moins une demi-journée chaque année, plus la participation sur un cycle de 4 ans à la journée annuelle qu'on organise au mois de mars. Et nous leur demandons, en termes d'analyse des pratiques professionnelles, de participer sur un cycle de 4 ans à au moins 2 activités d'analyse de pratiques professionnelles sur toute la liste que je vous ai donnée tout à l'heure. Et donc pour terminer, simplement pour vous dire que dans notre organisme agréé, on a un peu plus maintenant de 1000 médecins engagés. Il y en a 800 accrédités. Au mois de juin, il y en a un peu plus de 600 qui vont renouveler leur cycle d'accréditation. Et donc on est en train de valider. Et l'expérience prouve, en tant qu'expert, Alain, moi sommes experts, Philippe Lasserre qui est au fond de la salle l'est aussi, l'expérience prouve que la difficulté dans la compréhension et de la validation des bilans n'est pas tant au niveau des déclarations maintenant, mais l'appropriation de toutes ces activités, pas tant la participation à une formation présentielle, mais surtout l'analyse des pratiques. Et donc ça va être le rôle de la fédération de proposer des thèmes attractifs, des outils faciles pour que chacun puisse s'y retrouver. Je vous remercie. Alors, intervention de Philippe Breil sur cette communication. Oui, je crois que Philippe va donner un exemple qui nous motive particulièrement, qui est ce qu'on appelle le programme Apollo. Alors ce programme Apollo, il est Apollo au nom d'un déroulement en 3 étapes. Et l'objectif à atteindre, c'est que quand on discutait avec les collègues chirurgiens sur l'importance des revues de morbi-mortalité, à chaque fois on avait la même remarque qui était que finalement, mais sur quel sujet la faire ? Il nous est apparu relativement évident qu'il y a un événement qui était facile à identifier pour les chirurgiens, c'est quand ils ont été amenés à devoir réopérer un malade. Ça, en général, ils s'en souviennent. Et donc, on a imaginé de mettre en place
un outil progressif qui irait jusqu'à, il est assez ambitieux, mais qui pourrait aller jusqu'à un registre national des réinterventions non programmées en chirurgie digestive. Et donc c'est de ce sujet que Philippe va vous parler. Alors, je vais vous montrer quelques diapositives rapidement sur ce sujet, donc des réinterventions non programmées en chirurgie colorectale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des arguments dans la littérature qui montrent que le taux de réintervention est un indicatif de qualité. Mais il y a des arguments dans la littérature qui disent également que la réintervention est parfois un mal nécessaire. Faute de réintervention, on peut augmenter la mortalité. Grâce à une réintervention, on va la diminuer. Enfin, dernier élément, le concept de failure to rescue, qui est le suivant. Première colonne, vous avez la mortalité. Deuxième colonne entourée en bleu, le taux de réintervention. C'est sur des cohortes de plusieurs milliers de malades. Et troisième colonne, le succès de la prise en charge. Et vous remarquerez l'adéquation entre la ligne du haut et le taux de mortalité, et la ligne du bas, avec moins de succès, et le taux de mortalité. Donc, conclusion, et ça avait été tiré par une première grande étude américaine, le taux de fistule en chirurgie colorectale est à peu près équivalent dans tous les centres, la mortalité est différente, et le facteur, on va dire, générant cette différence de mortalité, c'est la qualité de la prise en charge. Or, la qualité de la prise en charge n'est plus la qualité du chirurgien Dieu le Père, mais c'est une qualité systémique de l'environnement dans lequel le chirurgien travaille et de la qualité de l'équipe avec laquelle il travaille. Vous allez avoir une illustration un peu plus loin. Donc nous avons, nous, Fédération de chirurgie viscérale et digestive, fait une convention spécifique avec la Haute Autorité de Santé pour faire ce programme. Ce programme, comme je viens de vous l'expliquer, il n'a pas vocation à réduire la courbe jaune, il va sûrement le faire, mais il a vocation, grâce à une meilleure prise en charge et grâce à une analyse de ce qui se passe dans ces situations dramatiques, puisqu'il y a quand même une forte mortalité, il a vocation à réduire la mortalité. Comment ça se passe ? On va sur le site internet, c'est une revue de morbimortalité clé en main, on présente le dossier et ensuite on peut le formaliser en utilisant cette grille. Cette grille, j'ai sauté quelques étapes initiales. Par exemple, pour cette chirurgie initiale, vous voyez en haut à droite que le type d'anastomose a été spécifié et il en est de tous les éléments de l'intervention. Ensuite, sur la réintervention non programmée, eh bien, vous avez ce qui a été découvert, hémorragie, éviscération, foyer septique, etc. Enfin, vous avez des notions concernant l'équipe, et en particulier, exemple qui revient le plus souvent dans ces réunions de morbimortalité, la performance du scanner, l'interprétation du scanner, la transmission de l'information. Et là, vous voyez qu'on va très loin, puisqu'on peut marquer non renseigné, récupéré et lu, non récupéré, récupéré non lu, lu et mal interprété. Ce qui fait que quand on va analyser tout ça, on va pouvoir trouver des causes probablement au bon ou au mauvais résultat. La traduction de cette grille en matière de revue de morbimortalité, eh bien, vous voyez qu'il y a plusieurs chapitres qui seront analysés bien évidemment dans tous les sens. Des factures liées aux tâches à accomplir, factures liées aux soignants, factures liées à l'environnement de travail, facteurs liés au management et au contexte institutionnel, synthèse des facteurs de morbidité, synthèse des facteurs de décès, action et suivi des actions. C'est la méthode de la grille à l'arbre. Voilà. Je profite de cette dernière diapositive pour remercier Karim Slim, qui
qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui est le grand artisan de cette revue de morbimortalité clé en main et qui m'a confié ces diapos. Voilà, je vous remercie.